Bienvenue au musée départemental de la faïence et des arts de la table à Saint-Mandé. Je déclare ouvert notre 4e cycle de conférences. En 2025, en lien avec l'exposition Absolument Céramique Louis Dage, nous allons vivre une année de folie avec une programmation centrée sur l'art déco et les années folles. Notez dès à présent dans vos agendas que les réservations sont ouvertes pour la conférence du 6 avril. Nous recevrons Étienne Tornier, responsable des collections contemporaines au Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux, qui explorera la vie et les œuvres du céramiste et artiste René Buteau. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de débuter notre cycle de conférences sur l'art déco avec Dominique Dussol, professeur émérite en histoire de l'art contemporain de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Pau Art Déco, paru en 2011, ou encore Gustave Eiffel et la passerelle de Bordeaux, paru en 2019. Et vous avez été commissaire d'exposition au CAPC de Bordeaux et au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Passons aux choses sérieuses. Attachez vos ceintures. Nous partons faire un beau voyage dans le monde merveilleux de l'art déco en France. Et je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous et merci au Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Saint-Mandé de m'avoir invité pour parler de l'art déco en France. Alors, c'est un sujet déjà un peu historique, mais qui est aussi un peu d'actualité, puisque vous le savez peut-être, on célèbre cette année l'exposition de 1925, qui est l'exposition emblématique de l'art déco. Donc, c'est le centenaire cette année. Et ça tombe très bien qu'il y ait un cycle sur l'art déco ici. Alors, l'art déco, votre présence le prouve, a plutôt le vent en poupe en ce moment. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. L'art déco a quelquefois été oublié, quelquefois mal aimé. Maintenant, il est assez bien vu. Je dirais surtout grâce à de grandes expositions parisiennes, londoniennes, qui lui ont été consacrées, des publications, et puis peut-être aussi que le public se rend compte que notre modernité, elle trouve ses assises peut-être dans l'art déco, je ne sais pas, il me semble. Bon, toujours est-il que je dirais que c'est un très vaste programme que Madame Bellotti m'a donné. L'art déco en France, il faudrait bien 8 jours pour en faire le tour et encore. Donc il m'a fallu faire bien sûr des choix pour cette présentation. Alors, un tic un peu d'universitaire, j'ai fait un plan, donc je vous donne mon plan. Qui n'est pas très original, mais qui m'a quand même, ne serait-ce qu'avec évincé certaines choses. Par exemple, j'ose à peine le dire ici, évincé presque les arts décoratifs, dans la mesure où, bien que me trouvant à Saint-Mandé, il m'a semblé que ce qu'on me demandait, c'était de faire un peu une introduction générale, présenter le contexte de l'art déco, peut-être. Et puis j'ai vu que, effectivement, avec l'exposition en cours, avec la conférence sur René Buteau, etc., vous allez avoir l'occasion de parler des arts décoratifs. Donc je ne pouvais pas faire l'impasse totale, bien sûr, mais j'ai plutôt axé, vous allez le voir, mon propos un peu sur l'architecture et sur la peinture. Bon. Donc après une introduction où nous allons essayer de définir, autant que faire se peut, l'art déco, je vous propose une première partie un petit peu qui va expliquer la diffusion de l'art déco en France, c'est-à-dire pourquoi cet art déco a si bien pris, notamment dans les villes de province. Eh bien, à cause principalement des expositions de cette époque. Il y en a 3, il y en a surtout une qui est importante, c'est 1925, on va y revenir. Il y a celle de 31 et de 37. On verra que les paquebots transatlantiques vont aussi diffuser très largement le savoir-faire français outre-Atlantique.
Dans une deuxième partie, j'ai choisi l'architecture, mais alors l'architecture par un biais, c'est celui de certains programmes architecturaux qui ont eu le vent en poupe à cette époque. Bon, on verra pourquoi. Pourquoi des salles de concert, pourquoi des bains de douche, par exemple, se sont multipliés à cette époque, pourquoi des stades se sont multipliés, voilà. Bon. Et la dernière partie, si j'ai le temps, en guise de conclusion, j'aimerais qu'on fixe un petit peu les grandes lignes de la peinture de cette période. Alors, on va essayer de définir l'art déco, qui est un mouvement artistique un petit peu, un courant artistique un petit peu à part, parce que je dirais que plus qu'un mouvement, c'est plutôt un art de vivre, c'est plutôt une façon d'appréhender la vie à cette époque. C'est plutôt la mentalité d'une époque, en fait. Alors, on essaie de le préciser. Tout d'abord, chronologiquement, pardon, l'art déco commence, on peut dire, en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, et il s'arrête en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, dans ce laps de temps de 20 ans, va se situer ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres, l'époque de l'entre-deux-guerres, qui correspond particulièrement à notre sujet. On va se rendre compte que dans ces années-là, dans ces 20 ans, eh bien, le mode de vie en France va considérablement se transformer. Alors pourquoi? Parce que on sort de la Grande Guerre, hein, et toute une génération va essayer d'oublier autant que faire se peut les années terribles, et donc essayer de redémarrer sur de nouvelles bases, hein, réapprendre à vivre, réapprendre à s'amuser. Hein. Et c'est vrai que, bon, on dit qu'on s'est beaucoup amusé pendant ce qu'on a appelé les années folles, mais c'est vrai que c'est le moment où il y a des rythmes nouveaux qui viennent avec le jazz, qui viennent d'Amérique. Il y a des nouvelles danses comme le charleston, comme le foxtrot, le black bottoms, etc. On aime s'amuser, on aime sortir parce qu'on a eu une privation pendant la Grande Guerre et on veut rattraper un petit peu le temps perdu. Bon. Et je dirais que moi, il y a deux mots que je trouve qui caractérisent bien cette période. C'est d'une part la vitesse. On veut aller très vite. Alors rétrospectivement, c'est un peu facile de se dire oui, mais il y a la Seconde Guerre qui se profile, mais on ne se profile pas encore du tout. Mais on a ce besoin, si vous voulez, d'aller très vite. Donc, on bat des records de vitesse, de voitures. On crée les 24 heures du Mans à cette époque, le Grand Prix automobile de Pau. Bon, on fait des records de vitesse, de vélos sur les vélodromes. Bon, on aime aller très vite. Et il y a un écrivain qui s'appelle Paul Morand qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme pressé, qui résume un peu cette mentalité, si vous voulez, de vouloir aller très vite. Donc, je retiens vitesse et je retiens moderne. Alors là, c'est le leitmotiv de ces 20 années, tout est moderne. On recherche la modernité, on veut vraiment tourner la page de l'époque précédente et donc on veut être moderne. Alors on l'est, on ne l'est pas, mais on pense qu'on est moderne et tout est moderne. Et même l'exposition de 1925, elle s'appelle l'exposition des arts décoratifs, industriels et modernes. Tout est moderne. Si on étudie un peu cette époque, si vous voulez, dans la presse, dans la littérature, tout est moderne, moderne, moderne. Voilà. Donc c'est la grande période de la modernité. Alors, bien évidemment, on ne parlait pas de l'art déco à l'époque. C'est un mot qui a été créé beaucoup plus tard, dans les années 1960-1970, plutôt dans un milieu marchand de brocanteurs ou d'antiquaires, qui, pour appeler les objets de cette époque, ont bien été obligés de créer un nom qui a fait fortune. On a dit art déco. Alors, art déco, c'est la contraction de art décoratif, mais par référence à la grande exposition des arts décoratifs industriels modernes de Paris, dont on va parler. Alors, cet art déco donc, va concerner
toute la création de l'époque, c'est-à-dire l'architecture, la peinture, la sculpture, les arts graphiques, les arts décoratifs, donc les objets, le mobilier, la mode vestimentaire, c'est-à-dire tout ce qui accompagne la vie domestique des Français à cette époque. Tout est marqué par ce nouveau style art déco. Où trouve-t-on de l'art déco, je dirais même aujourd'hui, hein? Évidemment à Paris, bien entendu, mais dans les grandes villes. Hein. Dans les grandes villes, alors Bordeaux est une ville très marquée par l'art déco, Toulouse aussi. Dans les stations thermales. Alors les stations thermales, elles existaient à la belle époque, en 1900, mais il faut redorer un peu le blason des stations thermales. Et vous avez le bel exemple de Dax, avec le maire Miès-Lacroix, qui va vraiment donner une allure art déco avec l'Hôtel Splendide et avec l'Atrium Casino à Dax. Et puis on va aussi trouver aujourd'hui de l'art déco dans les stations balnéaires de la côte atlantique, dans les Landes à Osgore, et puis tout le Pays basque, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, et même des petites villes des Pays basques comme Guétari, qui sont complètement rénovées, reconstruites dans l'entre-deux-guerres, dans la période de l'art déco. Alors, on a tendance à confondre art nouveau et art déco. Alors, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, parce que les présentateurs à la télévision font toujours d'énormes confusions. Alors, on va essayer, si vous voulez, image à l'appui, de définir un petit peu et de faire la différence entre art nouveau et art déco. Bon. L'art nouveau, dont on ne parlera pas aujourd'hui, ou très peu, intervient avant l'art déco, c'est-à-dire entre 1890 et 1914, jusqu'à la Première Guerre, si vous voulez. Alors pourquoi on l'a appelé nouveau? Parce que c'est un art qui se mettait en rupture contre le classicisme, où on aimait beaucoup, pendant toute l'histoire de l'art, on a toujours aimé l'Antiquité, donc l'équilibre, la symétrie, les choses bien axées, les lignes droites, etc. Donc l'art nouveau va au contraire trouver son inspiration dans la nature, dans les arbres, dans les fleurs, où rien n'est droit dans la nature. Bon. Et donc, c'est un art qui va utiliser beaucoup les courbes, les contre-courbes, les spirales, qui va proposer des formes extrêmement ondoyantes. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez ici une entrée de métro à Paris, telle qu'on en trouvait encore il y a peu de temps, qui a été faite par un architecte qui s'appelle Hector Guimard, qui était le grand représentant de l'Art Nouveau à Paris. Et vous voyez ces grandes fleurs, cette inspiration végétale, ces grandes tiges, ces lignes courbes qui accompagnent. D'ailleurs, quelquefois, vous verrez, on parle de style métro, par allusion justement à ces entrées de métro. Voici en architecture, on est là encore à Paris, c'est un très bel immeuble qui a été construit par l'architecte Lavirotte et où on a une débauche alors vous voyez, c'est des lianes, des feuilles voilà, qui occupent ce décor de façade. Comme on aime l'abondance, on rajoute des figures humaines, des corps, etc. Mais vous voyez, c'est le triomphe de la ligne très souvent asymétrique, c'est-à-dire il n'y a pas forcément un équilibre. On aime aussi beaucoup la polychromie, donc vous avez de la pierre, mais vous avez aussi du grès sculpté, vous avez du bois, vous avez les ferronneries qui prennent beaucoup d'importance. Donc on a un peu cette profusion un peu baroque au moment de l'art déco. Voici ici aussi l'entrée du Castel Béranger de Guimard. Alors vous voyez cette ligne qui se recourbe, ce qu'on appelait la ligne coup de fouet.
hein, comme un coup de fouet. Et les détracteurs ont parlé du style nouille parce que c'était un peu mou. Par opposition à cette architecture art nouveau, voici une architecture art déco qui est la sobriété même. C'est le théâtre des Champs-Élysées qui a été construit par les frères Perret avec un décor sculpté de Bourdelle. Alors vous voyez qu'on revient, on abandonne la ligne courbe, on reprend la ligne droite, hein. On n'aime pas beaucoup les reliefs qui dégoulinent et qui débordent. Tout reste un peu sur une façade très sobre. Et même le décor en frise de Bourdelle reste très plat, si vous voulez. Il est sculpté en creux, hein, pour ne pas avoir ce... voilà. C'est-à-dire qu'on redonne à l'architecture ces lignes pures, si vous voulez. Voilà. Là, c'est un exemple que vous connaissez peut-être. On est... à côté de Cibourg, c'est la villa Layora qui a été construite par l'architecte Joseph Hiriard pour sa famille. Et alors vous voyez cette villa, une espèce d'hôtel particulier au bord de la mer, qui est construit en béton avec des surfaces très planes qui se découpent, hein, qui se rajoutent un petit peu les unes aux autres. Pour adoucir l'ensemble, il a quand même mis cette espèce d'entrée de façade en rotonde, un axe en rotonde, mais tout le reste est extrêmement dépouillé. Pour le mobilier, voici ici une desserte Art Nouveau en bois d'acajou. Bon, vous voyez évidemment encore les formes très courbes. Vous voyez ici des inclusions d'un autre bois, d'un autre matériau. Voilà. Donc ici une commode maintenant Art Nouveau, qui est due à un grand ébéniste de l'époque qui s'appelait Ruhlmann. Et Ruhlmann fait cette commode en bois de palissandre extrêmement sobre, dépouillé, ce qui n'exclut pas un très grand raffinement. Regardez par exemple la petite frise qui circule tout en haut, ou bien cette incrustation de nacre, du motif central d'un char en nacre. Hein. Mais vous voyez, on est redevenu dans une espèce de raideur par rapport à l'époque précédente. Alors ici, c'est autre chose, un peu particulier qui appartient à cette époque. Là, je vous ai montré avec Ruhlmann la tendance un peu traditionnelle de l'art déco. Et là, c'est la tendance moderniste, c'est-à-dire qu'il y a quelques électrons libres qui s'appellent Le Corbusier, ou qui s'appelle ici Charlotte Perriand, qui a travaillé avec Le Corbusier, et qui vont proposer une architecture qui s'inspire, je dirais, de l'industrie. Hein, donc des surfaces réfléchissantes, du mobilier tubulaire en métal chromé, la fameuse chaise longue Le Corbusier Charlotte Perriand qui est ici, qui est assez célèbre. Et vous voyez qu'on a fait le ménage. On a, voilà. Et finalement, cette image qui date de 1930, ben mon Dieu, si vous habitez dans cette maison, on ne va pas dire que vous êtes très démodé, je ne crois pas. Hein. Et bon, voilà. Donc il y a un siècle de différence. Je continue toujours ma démonstration par le graphisme. Alors j'ai choisi 2 affiches promotionnelles de la ville de Pau. Ici, vous voyez, on est en 1900. Il y a une charmante dame qui s'assoit sur la rambarde du boulevard des Pyrénées, le château de Pau, le pic du Midi d'Ossau, le Gave qui est devenu une grande mer, et puis l'ancien casino. Mais vous voyez, comme si ce n'était pas suffisant, on a mis beaucoup de textes un peu partout, on a rajouté des fleurs, on a chargé l'image. Bon, 20 ans plus tard, affiche promotionnelle de la ville de Pau. Ah, attendez, il y a un petit trou qui tourne. Ah, alors du coup, ça saute. Ah, il y a un petit problème. Voilà. Ah. Voilà. Donc, vous voyez que là encore, on a fait le ménage. Ah. On a retenu du château de Pau le symbole de la tour Gaston Phébus.
deux palmiers pour dire qu'il fait toujours beau, le pic du Midi d'Ossau, des élégants sur le boulevard des Pyrénées, comme par hasard jaune, parce que le grand complexe de Pau, c'est de ne pas avoir de sable et la mer, et on l'évoque comme ça, voilà. Et c'est, je dirais, vous voyez, Pau, par exemple, ce lettrisme-là est très efficace, je dirais. On le voit, il est marqué, c'est plus, on n'est pas obligé de regarder tout ce qu'on a vu précédemment. Vous voyez. Donc on va un peu à l'essentiel. Alors un peu d'art décoratif aussi ici, un vase en barbotine art nouveau, avec toujours ces allusions à la nature, donc à des tiges et à des fleurs. Hein. Et puis voici une bague d'homme, non, pardon, c'est pas du tout, c'est un vase de René Buteau, justement. Alors regardez la forme du vase qui est extrêmement pure, qui n'a plus d'allusion naturaliste. Il y a juste des rehaut d'or et un décor géométrique. Donc là, c'est des bijoux, un bijou art nouveau d'un maître verrier qui s'appelait René Lalique, qui a fait aussi beaucoup de bijoux. Et vous voyez toujours la nature présente avec l'art nouveau, ces 4 libellules qui enchâssent des pierres de topaze, voilà. Et un bijou art nouveau, une bague d'homme, qui est d'un design, si vous voulez, très, très, très minimaliste. Hein. Et puis, pour terminer cette démonstration, la mode vestimentaire. Donc, voici les femmes vers 1900. La guerre passe par là. Les hommes partent au front. Les femmes prennent la relève dans les champs, à l'usine. Elles ne vont pas aller dans les champs ou à l'usine avec ces robes, avec ce corset qui les emprisonne totalement. Donc, il va y avoir une sorte de libération du corps dans la mode féminine que les couturiers vont très bien récupérer. C'est-à-dire qu'on va raccourcir les robes, on va enlever le corset, le corps le vêtement est souple et ne moule absolument plus le corps, il est relâché. La coiffure se raccourcit, puisqu'on parlera quelquefois d'une coupe à la garçonne. Voilà. Donc vous voyez que c'est un monde qui change tout de même, et qui change radicalement, et qui change, je dirais, visuellement, de façon assez radicale. Alors, si vous voulez, j'aborde maintenant cette première partie. Je vous ai dit que la plus grande publicité de l'Art déco, pour la faire connaître, non seulement aux Français, mais au monde entier, a été l'exposition de 1925. Alors, ce n'est pas une exposition universelle, c'est une exposition internationale, c'est un rang au-dessous. Dès le XIXe siècle, la France et l'Angleterre et les autres pays se sont mis à faire des expositions universelles. Alors, qu'est-ce que c'est une exposition universelle? Tous les continents sont présents. Et généralement, le pays invité veut démontrer qu'il est presque le plus fort. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est dire, regardez, nous, ce qu'on fait, les découvertes que l'on a faites, les choses luxueuses et prestigieuses, on les montre, voilà. On les montre dans des pavillons et on construit des villes éphémères qui durent quelques mois et après, on rase tout. Hein. C'est le principe de l'exposition universelle. Alors, la première exposition universelle a eu lieu à Londres en 1851, mais ensuite à Paris, il y a eu celle de 1855, celle de 1867, 1878, 1889 et 1900. Voilà. 1925, c'est une exposition thématique et qui n'est pas universelle. Par exemple, les Américains ne sont pas présents à l'exposition de 1925. Voici une vue générale de l'exposition. Alors, vous le voyez, elle se situe sur l'esplanade des Invalides. Les Invalides sont tout à fait au bout. Là, vous avez le pont Alexandre III. Là, vous avez le Grand et le Petit Palais. Alors, le pont Alexandre III, le Grand et le Petit Palais, ils sont restés de l'exposition de 1900.
hein. On ne les a pas démolis, ceux-là. On l'a bien fait, mais bon. Donc, l'exposition, elle prend un petit peu autour. Elle est sur le pont. On va présenter surtout la mode ici. Elle est le long des quais, puisque le couturier Paul Poiret va présenter 3 péniches qu'il appelle Amour, Délices et Orgue. Et dans ces 3 péniches, il présente des pièces de tissu. Et puis, elle est surtout tout le long de l'esplanade des Invalides. Alors, cette exposition, elle va durer du 28 avril au 30 novembre. Le 30 novembre, on démolit tout, il ne reste plus rien. 21 pays étrangers y ont exposé et elle a accueilli 15 millions de visiteurs. Bon, 15 millions de visiteurs, mais je dirais aussi que sa renommée a traversé l'Atlantique et que les États-Unis s'intéressent beaucoup à l'art déco après l'exposition de 1925. Alors, voilà, j'ai vu une des vues générales de l'exposition. Vous apercevez au fond les dômes du Grand Palais, là, les pylônes du pont Alexandre III. Alors, vous avez ici, bien entendu, c'était clos. Elle était payante, l'exposition. Hein, on l'a visitée aussi la nuit. Alors, on a créé des portes spéciales pour l'exposition. Et là, vous avez quelques bâtiments, mais c'est vu un petit peu de dos. Alors, on ne va pas visiter toute l'exposition, mais les principaux pavillons. Et celui-ci est certainement le pavillon français et le pavillon de l'exposition qui a été le plus visité, le plus admiré. On l'appelait le pavillon d'un collectionneur. Alors, un collectionneur imaginaire. Pourquoi le pavillon d'un collectionneur? En fait, si vous voulez, c'est une espèce d'hôtel particulier qu'on propose au public, voilà, dans lequel on va mettre tout ce qu'il y a de plus prestigieux en France. Alors, regardez l'architecture comme elle se présente. Elle est tout à fait, telle que je le disais, dépouillée, avec des formes géométriques, des formes avec des arêtes, si vous voulez, très, très droites, très saillantes, une espèce de ziggourate là, décroissant. Pour adoucir un petit peu, on a cette frise en légère courbe, qui est due au sculpteur Joseph Bernard, avec des références à l'Antiquité. Et on place ici ces 3 grâces qui sont dues au sculpteur Janniot, dont on aura l'occasion de reparler. À l'intérieur, alors, l'architecte s'appelle Jean Patou, et à l'extérieur, alors on l'a mis. Ah oui, ça je l'ai mis parce que on est en Anglette, là, pardon. Petite parenthèse, on est en Anglette et c'est peut-être une villa que vous pourrez voir qui s'appelle Rêverie. Quelquefois on l'appelle aussi, elle a 2 noms, je ne me souviens plus. Alors, elle n'est pas de Patou, elle est de 2 architectes qui s'appellent Minache et Gros. Mais vous voyez l'inspiration du pavillon d'un collectionneur, avec ici un décor qui est dû au frère Martel, ce n'est pas le même, c'est pas Joseph Bernard. Mais vous voyez, tout de suite, voilà, je ne dirais pas qu'on copie, mais on s'inspire. Alors, je reviens à mon pavillon d'un collectionneur. Et voici, toutes les pièces sont meublées, bien entendu. Il y a même la salle de bain, comme une maison. Hein. Là, c'est le salon qui est dans la rotonde. Alors, vous allez me dire, mais c'est un petit peu quand même encombré. Hein. On a mis beaucoup de choses. Puis c'est très chargé quand même, parce que la tapisserie aussi. Mais on a tout ce qu'il y a de mieux à l'époque, c'est-à-dire le mobilier de Ruhlmann. Les tapis de Gaudissart, vous reconnaissez peut-être ici l'ours de Pompon qui est sur une table. Et puis sur la cheminée, il y a un grand tableau qui s'appelle Les Perruches, qui est d'un peintre premier Grand Prix de Rome qui s'appelle Jean Dupas. Alors on reparlera de Dupas, mais je vous montre ce tableau. L'original est perdu, ça c'est une copie. Mais voilà le nouveau style de peinture que l'on apprécie, qui est très très sophistiqué, qui est très maniéré. Regardez ces marquises nues, mais vous avez une nudité qui est complètement idéalisée. C'est une statue de marbre, si vous voulez, c'est du marbre blanc. Hein. Voilà. Des colombes, c'est un leitmotiv chez Dupas, etc. Bon, on reviendra sur lui. Voici un autre pavillon.
Vous avez peut-être vu tout à l'heure dans l'exposition générale qu'il y avait 4 types de tours comme ça qui se détachaient. Elles sont construites par l'architecte général de l'exposition. Il y a beaucoup d'architectes à cette exposition, mais il en faut un chef qui s'appelle Charles Plumet, qui a construit ces tours qui sont consacrées plutôt aux vins et spiritueux en France. Et là, je vous ai présenté la tour de Bordeaux. Alors, cette tour de Bordeaux, quand l'exposition s'est décidée, on a proposé à la province de voir si elle voulait participer. Alors Bordeaux, et notamment la Chambre de commerce de Bordeaux, a choisi des artistes pour représenter le vin de Bordeaux à l'exposition de 1925. Donc il va être logé dans cette tour. On va voir le rez-de-chaussée. Il y a aussi là le hall est très haut. Il y a un restaurant panoramique tout en haut. Voilà. Ici, c'est une fontaine de Lalique, c'est celui qui avait fait les broches avec les libellules, qui est une fontaine lumineuse qui s'éclaire la nuit. Voilà. Et voici l'intérieur. Alors, vous avez un grand hall, finalement assez vide. Hein. Vous avez des vitrines qui sont plaquées, vous avez des bouteilles. Bon. Au centre, vous avez une fontaine, toujours du fameux Janniot qui a représenté les Trois Grâces tout à l'heure. Qui est j'allais dire Bacchus, mais enfin c'est pas un Bacchus féminin, une espèce de déesse de la vigne, mais qui est aussi très masculine par ses formes épaisses, qui est une fontaine de vin. Voilà. En haut, vous avez des vitraux avec tous les grands crus de Bordeaux. Et puis, vous le voyez, c'est donc une tour peut-être hexagonale enfin pas tout à fait. Vous avez ces grands décors qui font à peu près 8 mètres de long et vous avez 4 peintures. 4 peintures, c'est-à-dire que la Chambre de commerce de Bordeaux a demandé à 4 peintres reconnus, prix de Rome, professeurs à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, de représenter les richesses de Bordeaux et de la région bordelaise et de l'Aquitaine. Vous avez ici le pain des Landes par un artiste qui s'appelle François-Maurice Rogano, qui va être directeur de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Bon, alors vous voyez, c'est 8 mètres de long. Hein. Bon, c'est extrêmement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un peu conventionnel quand même. C'est très impressionnant parce que c'est très spectaculaire, c'est un immense décor. Si vous voulez, je pense que c'est plus long, bien sûr, c'est beaucoup plus long que ce mur. Voilà. Alors les Landes, elles sont représentées comment voilà, alors, vous avez toute la faune et la flore des Landes, les pies, les palombes, les petits écureuils, le petit lapin, les moutons, le berger sur ses échasses, le muletier. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'allégorie des Landes représentée par cette Miss beauté de je ne sais où est un petit peu ridicule. De même est un peu ridicule, je trouve, ce poète inspiré avec le dieu Pan qui joue de la flûte. Bon, je trouve que c'est le moins réussi des 4. Alors ici, c'est l'agriculture. Malheureusement, mon document est un peu flou, je le regrette. Qui est assez impressionnante et qui nous renseigne. Alors, vous allez me dire, l'agriculture, c'est peut-être pas très évident. Beaucoup de paires de fesses et peu d'agriculture. Elle est à l'arrière-plan. Alors, c'est quoi? C'est les paysans, si vous voulez, idéalisés, qui vivent comme dans un paradis terrestre, qui est... alors vous voyez, les champs sont absolument bien cultivés, c'est la prospérité. D'ailleurs, là, vous avez la mer nourricière et les tomates bien mûres, etc. Bon, vous avez ces 2 hommes, à droite et à gauche, qui sont un peu comme des robots, par leur musculature, et puis aussi robotisés parce qu'ils sont métalliques un peu. Vous voyez que ce sont des peintres qui privilégient toujours le dessin et très peu la couleur. Et on leur a demandé de peindre très sobrement pour les couleurs
pour faire ressortir la fontaine qui était bleue au centre. Bon. Mais regardez ce bœuf, par exemple, avec le cou, on dirait un accordéon qui se déplie, la roue du dindon, la musculature du cheval. Bon, heureusement, on a quelques présences féminines qui sont plus voluptueuses. Hein. Autrement, c'est un petit peu effrayant. En tout cas, voilà un exemple de peinture donc très narrative, voilà, mais qui se souvient, on est en 1925, que le cubisme est passé par là. Alors bien entendu, on rejette le cubisme, mais on en a retenu certaines leçons de géométrie, de décomposition des formes, etc., de même dans le paysage. Le cubisme a laissé des traces chez certains peintres. Pardon. Voilà. Ici, je vais un peu plus vite. Un peintre qui s'appelle Marius de Buson, qui a représenté une autre richesse de Bordeaux, les colonies, le commerce colonial. Alors, ce n'est pas le port de Bordeaux, c'est le port de d'Alger qui est derrière. Et c'est très spectaculaire. Alors, ces tableaux sont conservés, sont restaurés maintenant et sont conservés au musée d'Aquitaine. Donc, vous pouvez les voir à Bordeaux. C'est très spectaculaire. Vous avez cette théorie pas de saintes, mais de femmes du Maghreb. Alors, les fruits en abondance sont les fruits exotiques, mais on a quand même mélangé le fruit de Bordeaux, c'est le raisin, qui est quand même très présent, avec les fougères. Alors, vous voyez, vous avez deux femmes qui se font pendant. Vous avez celle-ci qui est une référence complète à la baigneuse Valpinson de Ingres, c'est la baigneuse Valpinson, mais on lui a mis un petit truc en plus, voilà. Et puis ici, vous avez cette femme très stylisée, voilà, qui rappelle que l'art nègre, qui a tant inspiré les cubistes, est aussi passé par là. Bon, c'est un tableau très curieux. Vous avez ici un dromadaire derrière, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Vous avez des éléphants noirs. Vous avez ce grand noir au centre, qui est un peu comme un atlas qui porte le monde et qui est un docker ici, puisque c'est censé être une vue sur le port à cette époque. Et puis là, vous avez le grand décor. Alors on a réservé la part belle à Jean Dupas pour le vin. Alors il s'en est expliqué lui-même. C'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. C'est-à-dire qu'ici, vous avez l'inspiration du vin dans la poésie. Bon. Ici, ne me demandez pas pourquoi, vous avez un Hercule avec sa massue complètement efféminée, là. Des marquises, alors qu'ils versent une grosse urne qui est un gros grain de raisin et qui est le sang de la terre. Ici, c'est la vendange avec les hôtes. Là, c'est la composition du vin, c'est l'alchimie avec les cornus, etc. Et là, c'est la dégustation. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce nouveau langage très très sophistiqué de Dupas, donc c'est celui qui avait fait les perruches tout à l'heure, extrêmement maniéré, s'inspirant justement du maniérisme du XVIe siècle, mais comme il est très intelligent, il rajeunit tout ça, et il a regardé par exemple les coups des femmes, hein. Regardez là, les coups des deux femmes blondes par exemple. Bon, c'est quelqu'un qui a regardé la peinture de quelqu'un qui s'appelle Fernand Léger, qui faisait des tubes, on a parlé quelquefois du tubisme, hein. Et c'est très intelligent parce que, si vous voulez, c'est une sorte de syncrétisme à la fois de choses très anciennes, comme le maniérisme italien, et de choses très contemporaines de l'époque. Voilà. Et ça produit ces choses assez étonnantes. J'avance un peu. Là, on est dans un pavillon français qui s'appelait une ambassade française, qui nous permet quand même de voir un petit peu le mobilier, les arts décoratifs. C'est quelqu'un qui s'appelait Rapin, qui a travaillé avec un sculpteur d'origine bordelaise qui s'appelle Héron. Dans l'exposition, vous aviez ces arbres en béton qui étaient des sculptures,
proposé par Mallet-Stevens. Alors vous voyez, ça c'est nouveau. Ça c'est... bon, alors il y a un humoriste qui a... mais voilà, il y avait 4 arbres en béton. Et au pied de ces arbres, vous avez 2 mannequins qui sont habillés par Sonia Delaunay, ici aussi, qui propose la mode simultanée. C'est-à-dire, Sonia Delaunay, c'est l'épouse de Robert Delaunay, et tous les deux proposent une abstraction où les couleurs se confrontent simultanément, et ça s'applique sur les robes. Voilà. Donc voilà une image de la modernité où vous avez les femmes avec un chapeau cloche qui va jusqu'à la ligne des sourcils, habillées par Sonia Delaunay, et la voiture est habillée aussi par Sonia Delaunay. Bon. Alors vous avez vu, il y a un côté à la fois un peu traditionnel dans cette exposition, comme le pavillon d'un collectionneur, et puis il y a un côté beaucoup plus moderne. Voici ici le petit pavillon du tourisme qui est réalisé tout en béton aussi par Robert Mallet-Stevens, justement, voilà, qui est d'un minimalisme très radical. Et puis, dans un coin de l'exposition, là, vous voyez le Grand Palais qui est derrière. On est derrière à côté du Grand Palais. On a donné cet espace boisé à Le Corbusier pour qu'il crée son pavillon de l'Esprit Nouveau. Alors, c'est un petit peu les débuts de Le Corbusier. Il a créé une revue qui s'appelle l'Esprit Nouveau, et son pavillon qu'il présente. Alors, vous voyez, il a l'originalité, il n'a pas eu le droit de démolir l'arbre, mais il a construit le pavillon autour de l'arbre, et ça ne ressemble en rien aux autres pavillons de l'exposition, et surtout à l'intérieur. Là aussi, il a fait un grand ménage, et il propose, d'ailleurs il y a des textes qui l'expliquent, il propose de supprimer ce qu'il appelle tous les meubles inutiles, c'est-à-dire les coiffeuses, les commodes, etc., qui ne servent pas à grand-chose. Lui, il propose des boîtes, des casiers que l'on peut déplacer, que l'on peut organiser pour modifier l'espace et le volume d'une pièce, et dans lequel on range, voilà, on cache, quelques mobiliers en tubes d'acier, et au mur, ce sont des peintures de Le Corbusier. Voilà. Excusez-moi, je presse un peu parce que j'ai peur de me... voilà. Vraiment, l'exposition de 25 a été très importante pour l'Art déco parce que c'est elle qui a lancé vraiment le monument. Le mouvement. Je vous dis quelques mots sur l'exposition coloniale de 1931. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, la France était le 2e pays mondial après l'Angleterre à posséder autant de colonies dans le monde. Elle en avait sur tous les continents. Et c'était la grande époque des colonies. Donc, on organise une exposition qui se tient au bois de Vincennes. Donc vous voyez ici un petit peu l'emprise les pavillons, le pavillon d'Ancor que je vais vous montrer, le plan d'eau. Cette exposition accueille 33 millions de visiteurs. Alors, le slogan de l'exposition, c'est on peut visiter le monde en 24 heures, en un jour. Hein. Voici par exemple la reconstitution du temple d'Ancor, tout ça a été démoli bien sûr, on les visite aussi la nuit avec des illuminations. Bon, le public vient chercher un peu d'exotisme, de féerie aussi. Il y a, pardon, voilà, les fontaines lumineuses, alors de Granet. Granet, c'est l'architecte qui a fait le Splendide de Dax, et Roger-Henri Expert, qui triomphe avec des fontaines lumineuses, c'est-à-dire on a l'eau et la lumière, on a la transparence, ce sont des fontaines en verre, et le thème de la fontaine va être un grand leitmotiv de la période Art déco. Et puis on construit cet immense palais des colonies qui est resté, qui ne s'appelle plus Palais des colonies, qui n'a plus cette fonction, qui est le musée des migrations,
hein, mais qui a conservé son beau décor intérieur. Et alors là, vous voyez, je ne sais pas si ma photo rend compte, mais c'est un immense bâtiment entièrement tapissé sur ses 4 côtés par des bas-reliefs de Janniot qui montrent les vertus du colonialisme, hein. Voilà. Et à l'intérieur, on a une immense salle. Au bout de cette salle, vous avez ce grand décor peint de Ducos de la Haye qui représente l'Europe, entourée des 4 continents, avec l'Amérique ici, l'Océanie, l'Inde et l'Afrique. Voilà. Et à côté, alors toute la salle, c'est immense. Toute la salle a des peintures. Voilà un petit extrait, mais pour vous montrer le côté didactique de ces peintures, c'est les bienfaits du colonialiste qui vient soigner les indigènes. Vous voyez, on les soigne, on les porte là, la bonne sœur. Là, on fait le vaccin. Voilà. Bon, c'est cette époque. Et alors, ça a tellement de succès, cette grande exposition de 1931, qu'en province, on crée des expositions coloniales, comme par exemple la foire de Bordeaux, qui est une foire coloniale, et qui va, rivaliser avec Marseille pour être la meilleure foire coloniale. Voici ce qu'on trouvait à Bordeaux sur la place des Quinconces, donc des pavillons de Tunisie, d'Algérie. Alors vous voyez là, sur la place des Quinconces, on reconstitue les souks algériens, voilà. Les pavillons, alors je ne sais plus quel est ce Maroc, oui, absolument, voilà. Et l'Indochine, enfin, voilà. Donc vous voyez ce goût, alors, bien entendu, il y a des intérêts économiques derrière, à l'époque, hein, c'est évident. Bon. Et très vite, l'exposition de 1937, qui n'est pas à négliger, qui se fait, vous le voyez, sur le Champ de Mars, à Paris, autour de la Tour Eiffel, qui a accueilli, elle, 31 millions de visiteurs, un tout petit peu moins que l'Expo coloniale, qui a le record. Mais bon, alors donc là, c'est simplement pour vous montrer qu'on est dans une période un peu tendue. Et les deux, vous connaissez l'histoire, les 2 pavillons de l'Allemagne, du Reich, avec le kolkhozien et la kolkhozienne, le russe, donc qui est en face. Voici l'étendue de l'exposition séparée par le pont d'Iéna et le Champ de Mars, mais également, et ici, les régions de France qui sont regroupées dans ce centre régional avec le pavillon de Gascogne. Bon, donc voilà une affiche. Voilà. Juste vous dire que 1937, c'est un peu la fin de la période Art déco, et on est arrivé encore vers plus de dépouillement, mais surtout avec davantage de monumentalité, et c'est ce qu'on a ici avec le Palais de Chaillot. Regardez quelques pavillons. Le pavillon de la Grande-Bretagne, c'est un grand cube. Le Canada ici, mais vous voyez, il y a toujours des emmarchements, il y a toujours... voilà. Bon, celui-là, je vous l'ai montré, je crois que c'est le pavillon de chemin de fer, parce que justement, on a vu tout à l'heure Sonia Delaunay, là c'est Robert Delaunay, et on voit bien que la modernité, cette fois-ci, est vraiment en place en 1937. Je vous rappelle qu'à cette exposition de 1937, au pavillon espagnol, est présenté le Guernica de Picasso, vous voyez, pour bien situer l'époque. Alors, ces expositions, elles ont été très importantes pour montrer ce qu'on faisait en France à l'étranger, bien entendu. Et ce qui a été aussi important à sa manière, ce sont les grands paquebots transatlantiques. Donc vous avez ici une affiche très connue de Cassandre, le graphiste, qui représente le Normandie. Alors le Normandie, ça a été sans doute le plus beau paquebot français, mais qui a une très courte vie, puisqu'il n'a pas été mis... Enfin, il a duré 3-4 ans.
Après, ça a été la guerre, et il est resté au port de New York, il y a eu un incendie, et puis finalement, ça a été la fin. Bon. Donc, mais pendant 4 ans, ça a été le luxe. Alors là, c'est une photo un peu d'ambiance, mais en fait, c'est Titanic, quoi, si vous voyez le film. C'est voilà, c'est évidemment la bonne société, mais une société moderne, c'est-à-dire, vous voyez, on danse des danses modernes, on est habillé court, on est peigné court pour les femmes. Euh, et je vous ai dit, ce sont des vitrines flottantes qui montrent ce qu'il y a de mieux. Donc les grands vases, les, les meubles recouverts par Gaudissart, les luminaires. Voilà, ici, vous voyez l'élégance française. Alors, ça va jusqu'à la mode, mais ça va bien sûr au décor. Là, c'est Roger-Henri Expert qui fait ces grands dessins avec les grandes caravelles qui décorent les murs, avec ces grandes colonnes à l'antique, mais qui n'ont pas de base ni de chapiteaux. Ici, on est dans le grand salon. Et bon, c'est toujours les mêmes, je voulais vous faire voir, surtout Jean Dupas que l'on retrouve. Alors c'est un immense décor dont je n'ai qu'une petite partie parce que tout n'a pas été préservé, qui se trouvait dans le grand salon du Normandie, qui retraçait l'histoire de la navigation, de la marine, qui était prétexte à encore des dieux de la mythologie, des Neptunes, des Tritons, des chevaux marins, etc., etc. Et ça, c'est du verre églomisé, c'est-à-dire peint à l'envers. Alors, c'est Dupas qui a fait les cartons, c'est le maître verrier Champignel qui les a réalisés. Et alors, je pense que je ne sais pas si ce n'est pas celui-là qui est conservé au Met. En tout cas, il y a quelques années, il était au Met dans la salle de restaurant. Voilà. Parallèlement à ces grands bateaux, alors il n'y a pas eu que le Normandie, il y a eu l'Île-de-France par exemple, l'Angleterre avait le Queen Mary, le Titanic, la France elle avait plutôt l'Île-de-France et le Normandie, avec une rivalité, quel allait être le plus rapide, le plus luxueux, etc. etc. Bon. D'autres moyens de diffusion, ça a été les revues, bien sûr. Bon, vous connaissez tous la revue L'Illustration, qui, comme son nom l'indique, était parfaitement illustrée, qui a rendu compte, mais vraiment semaine par semaine, de l'évolution du mobilier, des intérieurs, etc. Et puis des revues comme Vogue, alors qui paraissait aux États-Unis, il y avait une version française, ou Harper's Bazaar, pareil, qui était diffusée aux États-Unis avec des versions françaises. Bon, tout cela a évidemment considérablement fait connaître l'art déco, je dirais, dans le monde. Hein. Il y avait une grande exposition à Paris il y a 4-5 ans qui s'appelait « Quand l'art déco séduit le monde ». Bah, c'était exactement ça. Alors, je voudrais très vite vous faire découvrir un peu des programmes architecturaux, c'est-à-dire des architectures et des types d'architecture qui se développent considérablement à l'époque. Alors, on a dit tout à l'heure que cette époque, on l'a appelée quelquefois les années folles. Bon, on a expliqué parce qu'on dansait beaucoup, parce qu'on s'amusait, parce qu'on... Voilà. C'est pas tout à fait juste, parce que les années folles n'englobent pas toute la période. On pourrait dire que les années folles, c'est de 1919 à 1929, c'est-à-dire la première décennie, et pas la deuxième, où l'euphorie est un peu retombée. Pourquoi ? Parce qu'en 1929, il y a le fameux krach boursier de Wall Street, et il y a cette crise économique mondiale qui a des répercussions énormes sur toute la France. Donc on met un bémol quand même aux fêtes et à l'ambiance générale. Bien. Il n'empêche qu'on va considérablement soigner à cette époque, notamment pendant la première décennie, les salles de spectacle. Alors les salles de spectacle, elles existaient avant, mais soit on les
transforme complètement, soit on en crée de nouvelles. Alors ici, vous avez une salle de spectacle un peu emblématique de cette période, c'est les Folies Bergères à Paris, qui accueillaient les grandes vedettes, comme par exemple Joséphine Baker, ou voilà, ou le retour de Mistinguett qui s'est fait aux Folies Bergères. Regardez pourtant la sobriété, je trouve, enfin la sobriété, il y a quand même de l'or, enfin du simili-or, mais des formes des Folies Bergères. Hein. Bon, ça c'est une photo actuelle, mais bon, c'est extrêmement dépouillé. Simplement, au centre, il y a cette figure qui représente une danseuse russe de l'époque qui était très célèbre, mais qui est prise dans cette espèce de tourbillon. Et je trouve que c'est assez symbolique de l'art déco, très géométrisé. Voilà. En province, alors, c'est pas Paris, là il y a un côté très provincial, on est à Bordeaux, à Codéran exactement. Voici une salle des fêtes qui a été construite pendant l'entre-deux-guerres, qui s'appelle la Pergola. Alors vous aviez la salle des fêtes ici, les salles de réunion et associatives ici, et là les salles de gymnastique. Bon, donc une espèce de complexe. Et alors, j'ai pas le temps de vous montrer l'intérieur, etc., qui est complètement dans son jus. Ce qui est assez étonnant. Alors pourquoi la pergola? C'est parce que ici vous avez les toits terrasses et vous aviez des pergolas. Vous voyez ce que c'est des pergolas? C'est qu'on met dans les jardins pour faire grimper les plantes. Et donc on avait des pergolas qui ont été enlevés par la suite. Un peu comme des phares, si vous voulez, ces gros hublots s'éclairaient la nuit. Et voilà le côté très 25 quand même de la danse, voilà, qui est représentée avec ces jeunes filles en coiffure courte. Évidemment, je ne vous apprends rien avec l'Atrium Casino de Dax, sous l'impulsion donc du maire Miès Lacroix, et donc qui fait venir André Granet, aidé par les architectes d'Aqua qui s'appellent Pomade et Prunetti. Voici dans la grande salle de spectacle, vous avez ce mur très somptueux en stuc doré et argenté qui présente, vous voyez, des personnages, des animaux et ces petits singes qui ont une caméra. Voilà. Pour rester un peu dans les Landes, et voici la petite ville de Roquefort, par exemple. Voici le foyer municipal qui est construit en 1936 par l'architecte d'Aqua Bonnefou. Et vous voyez que... Alors, c'est une salle municipale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des spectacles, il y a aussi du cinéma. Et le décor, il vient surtout de ces sculptures plates qui sont du sculpteur landais Lucien d'Anglade et qui montrent les richesses des Landes. Alors, vous avez, je ne sais pas si on voit bien, mais vous avez ici l'agriculture avec le faucheur et puis le pain des Landes. Alors ici, c'est l'industrie, vous avez un pylône électrique, vous avez des cheminées d'usine. Et puis le troisième, c'est le vin. Vous voyez, dans le maître de chai, les tonneaux et les vignes. Bon, tout ça dans ce style toujours très schématique, très géométrique. Bon. Cependant, pour les salles de spectacle, le grand bouleversement vient à cette époque du cinéma. Le cinéma, on l'a déjà inventé à la fin du XIXe siècle, mais il était muet. À partir de 1929 ou 1927 exactement, le cinéma devient parlant et prend énormément d'importance dans la vie des Français, puisque c'est un spectacle, bon, évidemment, on n'avait pas Internet, on n'avait pas... il n'y avait rien, il y avait le cinéma qui était le spectacle familial par excellence. Et donc on va créer des espèces de palais. Alors là, on est à Paris, on est sur le boulevard Poissonnière et c'est le Grand Rex. Bon. Mais vous voyez cette architecture très démonstrative, qu'on éclaire la nuit
pour lui donner, on a l'impression que c'est un peu comme un paquebot. Le Rex qui est écrit, voilà. Il faut que ça se voit, si vous voulez, il faut que ça soit un signal dans la ville. Et donc l'architecte s'appelle Bruyssen et il va créer à l'intérieur une salle avec ce qu'on a appelé un décor atmosphérique, c'est-à-dire que toute la salle est sculptée de différentes choses. Je vais vous en montrer un exemple provincial. Ici, je crois qu'on est dans l'Oise, voilà, un cinéma parmi d'autres dans une petite ville qui s'appelle Beaumont dans l'Oise. Vous voyez que la salle de cinéma qui doit être noire, c'est un hangar finalement, mais il faut lui plaquer une façade qui se voit complètement dans le village. Voilà, avec ces sortes de hublots, c'est un peu mastoc. On devine que ces cercles olympiques, là, c'est des néons qui s'éclairent le soir. Voilà. Voici ici à Bordeaux une salle de cinéma qui s'appelait le Luxor, qui a été démolie depuis, qui se trouvait près des boulevards à Bordeaux. Et vous voyez ce grand bâtiment de verre et de lumière, avec le thème, le leitmotiv de la fontaine encore, et ce luxe, hein, avec un décor peint pour le mur, une peinture murale, et ce grand décor, ce grand palais de verre. Et ici, c'était un autre cinéma qui s'appelait le Rex. Alors, ce n'était pas le Grand Rex, c'était le Petit Rex de Bordeaux, qui a été démoli aussi dans les années 80, 1980, et qui avait son décor atmosphérique. Alors, voilà le décor atmosphérique. Vous avez, je ne sais pas quoi, une villa vaguement italienne, un château, un phare avec une rocaille, etc. Un grand arc-en-ciel qui s'éclairait pendant l'entracte, puisqu'il y avait aussi des numéros de music-hall avant le film. Alors vous voyez, cette ambiance, ce qui est très dommage, il y a un parking aujourd'hui à la place, alors qu'à Saint-Jean-d'Angély, on était beaucoup plus malin qu'à Bordeaux. L'Éden, qui était un cinéma tout à fait dans son jus, a complètement brûlé et ils ont décidé de le reconstruire. Donc il est tout à fait, mais reconstruit exactement à l'identique. Et ils ont pu sauver ces deux bas-reliefs qui annonçaient un peu le spectacle. Alors vous voyez la façade et les bas-reliefs. Moi j'aime beaucoup celui-là parce que ça s'appelle Science et Art. Et pour les sciences, c'est le cinéma. Alors vous avez les projecteurs, vous avez les bobines, les films qui passent en celluloïd comme ça. Et puis l'art, c'est plutôt une revue de music-hall. Voilà, une espèce de femme à plumes. Et voilà. Bon. Voilà, si vous passez par Saint-Jean-d'Angély, c'est en Charente-Maritime, allez voir l'Éden. Plus près de nous, voici Morsinx. Et oui, avec le complexe municipal, donc qui date de 1939, toujours par l'architecte montois Franck Bonnefou, qui va diviser, il implante de façon assez symétrique de la place. Au nord, on a le cinéma et la mairie, et au sud, la salle Jean Jaurès et la Poste, avec toujours des bas-reliefs de Lucien d'Anglade, alors très régionaliste, c'est la récolte des vendanges, c'est les pins toujours et le chargement. Ici, c'est le pêcheur, je crois, on dirait. Là, il y a des champignons et le chasseur. Là, je ne vois pas très bien. Toujours, vous voyez cette sculpture, on parle d'une sculpture en méplat, c'est-à-dire qui est vraiment très très plate. Oui, là je vous avais mis comment il s'appelle? C'est le Royal. Le Royal de Biarritz, qui est toujours en place. Bon, parce qu'il est assez amusant. C'est une photo d'aujourd'hui. Hein. Bon, on ne sait pas pourquoi il y a un balcon. Il est un peu mastoc, mais moi ce que j'aime bien, c'est qu'on avait construit la cabine du projectionniste en dehors de la façade. Alors je pense qu'aujourd'hui, il est toujours cinéma, mais je pense que peut-être la cabine est déplacée et puis il y en a d'autres moyens que. Voilà. Mais vous voyez toujours une décoration extrêmement sobre avec deux petits mascarons ici. Voilà. Bon, les cinémas, il y en a partout, et Dieu merci, il y a encore des cinémas de cette époque. Voilà. Parmi les architectures de divertissement, il y a bien sûr les casinos. Alors, les casinos, ils existaient aussi
en 1900, mais on reconstruit des casinos. Et vous avez l'exemple ici de Pau, où vous avez un vestige avec ce clocheton de l'ancien casino de Bertrand en 1900. Et puis on veut quelque chose de... Surtout qu'il a très mal vieilli, il y avait le palmarium qui a explosé, toutes ses vitres étaient cassées. Donc la ville de Pau qui veut relancer son économie décide bien sûr, et qui veut retrouver tous les étrangers qu'elle a perdus, veut un nouveau casino. Et on fait appel aux grands spécialistes des casinos, c'est-à-dire celui qui a construit le casino de Deauville. Il s'appelle Georges Vibaud. Alors Georges Vibaud, il arrive à Pau, il ne se complique pas la vie, il refait le casino de Deauville à Pau. Sauf que à Deauville, il y a 2 rotondes. Et là, il n'a pas pu placer, alors là, la photo est coupée, il n'a pas pu placer la 2e rotonde là parce qu'il y a l'autre clocheton de l'ancien casino. Mais si vous voulez, voilà. Et alors, vous voyez ce goût un peu, ça fait un peu Trianon, si vous voulez, mais Trianon béton, quoi. C'est tout en béton, voilà. Alors voilà, là, évidemment, vous reconnaissez le Sporting Casino d'Osgore, qui a été construit entre 1927 et 1931 par l'architecte Henri Godvarge, qui a été le grand théoricien du néo-basque ou du basco-hollandais, comme c'est ici. Alors on ne voit pas bien, mais c'est ces décors de tuiles en feuilles de fougère, c'est-à-dire en chevron. Hein, voilà. Et donc, tout l'intérêt de ce bâtiment, c'est aussi que c'est un grand complexe. Voilà. Bon, évidemment, dans les casinos, on ne va pas passer tous ceux de la région, mais enfin, il y a le casino de Biarritz. Celui-ci est reconstruit en 1929 par l'architecte Lollet. Alors, évidemment, Biarritz qui accueille les têtes couronnées, les stars, etc. Il lui faut plusieurs casinos. Il y a le Bellevue qui redore un peu son blason pendant l'entre-deux-guerres, qui est juste à côté. Ah oui, et puis voilà, je ne pouvais pas faire l'impasse sur le casino de Saint-Jean-de-Luz. Alors Saint-Jean-de-Luz, pareil, il lui faut un nouveau casino. On fait appel à un architecte régionaliste qui s'appelle William Marcel, qui commence les travaux. Et puis on stoppe tout en 1928 et on dit non, c'est Robert Mallet-Stevens qui va le faire. Et donc une architecture très moderniste. Alors Mallet-Stevens, il conserve un petit peu les proportions de son prédécesseur, mais il fait effectivement cette espèce de bâtiment très moderne, un peu influencé par les bateaux. Vous voyez, c'est Mallet-Stevens qui avait fait les arbres à l'exposition de 1925 en béton. Là, vous avez des lampadaires, par exemple, et une fontaine qui n'existe plus aujourd'hui. Et le casino a pas mal souffert de modifications. Mais donc voilà. Alors, programme moins divertissant, mais beaucoup plus social, je dirais, ce sont les bains-douches. Alors, les bains-douches, en fait, il fallait pallier l'absence d'équipements dédiés à l'hygiène corporelle dans les logements, parce qu'on avait seulement 23% des communes françaises qui permettaient d'avoir l'eau aux étages. Vous voyez, c'est quand même... Bon, donc, on s'est dit, il faut quand même se laver. On va créer des bains-douches publics. Alors, les Romains avaient déjà des bains-douches publics, hein, mais on avait perdu un petit peu l'habitude. Et c'est un Bordelais qui s'appelle le docteur Casalet qui a relancé ça. La ville de Paris s'en est inspirée. Et d'ailleurs là, je ne sais plus, on est dans le 14e arrondissement. C'est un bain-douche parisien qui, je pense, n'est plus en activité. Je n'en sais rien, peut-être encore. Je sais pas. Alors, donc, vous voyez, vous avez de la brique. Et vous avez aussi quelque chose qui apparaît beaucoup à l'époque de l'Art déco. C'est le grand retour de la mosaïque. Le retour de la mosaïque, parce qu'on redécouvre cette technique qui est à la fois décorative, mais surtout très hygiénique, parce que c'est facile à laver un coup d'éponge et vous nettoyez des grands couloirs en mosaïque. Voilà. Donc là, c'est une enseigne. La ville de Bordeaux va être très riche en bains-douches. Je vous en montre un. Le bâtiment existe. Il n'est plus bain-douche aujourd'hui. On est derrière la gare. Bon, je développe pas.
Je vous montre celui-ci. Alors, c'est souvent dans des quartiers un peu populaires. Là, on est dans le quartier nord de Bacalan à Bordeaux, c'est-à-dire des quartiers qui, justement, qui ont besoin d'équipements pour l'hygiène. Et voilà donc ce bain de douche. Alors, le voilà aujourd'hui, il est en piteux état, évidemment, il n'est plus bain de douche. Vous voyez, c'est un foyer des jeunes, mais les lettres sont tombées encore. Mais qui était très ambitieux, parce que vous aviez sûrement les douches pour les hommes, les douches pour les femmes. Et ici, il avait créé une crèche pour les enfants, avec un jardin d'enfants. Voilà. Et des bains de douche que j'aime beaucoup, particulièrement, c'est ceux du village de Brocas, parce que même dans un petit village où le maire a décidé de moderniser son village en refaisant une église en béton, en modifiant la mairie, et des petits bains de douche un peu à la romaine, si vous voulez, qui sont très modestes, mais à l'échelle du village, et je trouve que c'est très bien. Alors, je crois que c'est une boîte aux lettres, il me semble que c'est une maison d'habitation maintenant, mais voilà. Bon. Autre, on change catégoriquement de programme architectural, donc on quitte les bains-douches qui étaient beaucoup dans les municipalités socialistes. Hein. C'était vraiment comment dire, le programme social par excellence. Là, voici un autre programme, alors là, qui n'a rien de social, enfin, c'est les garages. Alors, on invente. Je suis trop bavard. Bon. On a inventé la voiture bien avant. Mais c'est dans l'entre-deux-guerres qu'elle se démocratise véritablement. Tout le monde veut sa voiture. Alors tout le monde ne l'a pas, parce que c'est encore coûteux. Mais il faut créer des lieux pour garer les voitures. Il faut aussi créer des lieux pour les vendre. Et vous avez ici un bel exemple parisien, dans la rue Marbeuf. Malheureusement, l'immeuble a été démoli. C'est une architecture d'Albert Laprade, qui est une architecture spectacle, si vous voulez, où le mot Citroën, vous voyez, est écrit comme sur un cinéma. Et vous avez cette immense vitrine qui, le soir, vous aviez le spectacle des voitures et tout était éclairé. Et vous aviez ce spectacle pour engager justement la vente. À Bayonne, on a quand même le garage Nivadour, qui est construit en 1930 par l'architecte bayonnais Henri Perret, alors, qui est très étonnant. Enfin, c'est le seul bâtiment de Bayonne, non pas art déco, parce qu'il y en a plein, mais de ce style moderniste, avec ses grandes fenêtres bandeaux, son toit terrasse, tout en béton, Perret a regardé Le Corbusier, bien entendu. Beaucoup plus modestement, je vous fais voir à Bordeaux, ce petit garage dans la rue du Palais Gallien, qui avait décidé de reprendre le système d'une calandre de voitures. Alors vous les avez ici, les voitures qui se détachent sur un fond de... Voilà, on ne le voit pas, mais la ferronnerie, c'est aussi des calandres de voitures, vous voyez. Donc c'est assez... Bon, c'est un peu provincial. Et je voulais vous faire voir comment ça se traduit dans les maisons. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas prévu de place pour le garage. Donc, comment on fait? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas faire au début. Alors, voilà ce qu'on a fait. On a juste fait ça. Je pense qu'on n'est même pas debout, enfin, tout juste. Hein. On a essayé de le caser dans la façade. C'est pas très réussi. Mieux réussi, c'est ce système qu'on trouve assez souvent. C'est-à-dire qu'on repousse la porte d'entrée qui passe au premier niveau. Donc, on a une cave. On a le garage ici, et on a percé dans le mur des chiffres, on a percé ce grand arc. Je vous passe des vues, très vite. Je voulais vous parler des stades, et des grands stades comme à Lyon, là c'est le stade de Géran, qui prennent quelquefois des aspects un peu mussoliniens, si je peux dire. Pourtant, c'est Tony Garnier, et c'est dans la municipalité socialiste de... je ne sais plus. Bordeaux, le stade appelé aujourd'hui Chaban-Delmas, immense programme avec, vous voyez, cette arche, etc. Et puis là, la prouesse,
c'est faire cet immense voile de béton pour abriter le public sans poteau, grâce à un porte-à-faux et une maîtrise complète du béton. Il a fallu demander à un Italien d'Abieni de venir. Voilà des vues du stade de Bordeaux. Je voulais vous parler des piscines qui, après les Jeux Olympiques de 1924 à Paris, et les exploits de Johnny Weissmuller, qui a remporté 4 médailles avant de devenir Tarzan à la Metro-Goldwyn-Mayer. Tout le monde voulait être Johnny Weissmuller, mais il n'y avait pas de piscine en France, ou très peu. Et tout à coup, on se met à en construire, comme à Bordeaux ici. Voilà la piscine de Bordeaux, intérieur, extérieur. Ça, c'est la piscine de Bègle. Ça, c'est la piscine de la Chambre d'amour à Anglette, qui était le haut lieu de toute la gentry de la côte basque. Et puis après, je voulais vous parler des bourses du travail. Et puis à Toulouse, à Bordeaux, voilà. Et des décors des bourses du travail. Et aussi de la peinture à cette époque. Voilà. Ça, c'est Boutet de Monvel, Pougueron et Tamara Limpica. Désolé de ce... voilà, j'avais prévu trop de choses. Donc, on doit en rester là. Merci.